Bienvenue dans un nouveau bilan de cette demi-saison MotoGP. Après Yamaha, après Honda, après Aprilia, aujourd'hui on passe à KTM. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on est parti pour le bilan. Alors d'abord, un bilan global de cette première partie de saison de KTM. C'est super positif. C'est la meilleure équipe derrière Ducati. Cette moto, elle a progressé un peu partout. Et surtout, son point négatif l'année dernière et ces dernières années, c'était les qualifications. Elle n'était pas vraiment très rapide en qualification. Binder et Oliveira, l'année dernière, avaient beaucoup de mal à se qualifier, même en Q2. Là, cette année, les pilotes sont plutôt à l'aise en qualification et en course également. Finalement, KTM a progressé sur tous les points. Alors, est-ce que c'est vraiment une surprise? Alors, apparemment, à l'avis général, c'est plutôt une surprise de retrouver KTM aussi haut. Moi, personnellement, je trouve pas ça une grosse surprise. Je pensais qu'elle allait être la troisième force du plateau, derrière Aprilia, c'est sûr. Au final, KTM est devant Aprilia. Et je pense que KTM, c'est la seule équipe qui peut essayer de titiller Ducati pour la victoire. Aprilia de temps en temps, comme je l'ai dit dans le dernier bilan, mais KTM est quand même un cran plus proche de la victoire que Aprilia. Alors ce qui est assez ironique dans l'histoire, c'est que KTM est vraiment performante cette saison, mais qu'en 8 Grands Prix, finalement, ils n'ont obtenu qu'un seul podium. Et ouais, c'était lors du Grand Prix d'Espagne. Alors certes, ce Grand Prix-là, c'était un double podium, puisque Binder et Miller étaient sur le même podium, mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'autre podium. C'est assez ironique quand on voit la performance de cette KTM. Alors cela est dû en partie à Ducati qui est tellement au-dessus du lot qu'ils ont placé sur 4 Grands Prix sur 8 les 3 Ducati sur le podium. C'est complètement fou, c'est quasiment impossible de battre Ducati cette saison. KTM fait ce qu'ils peuvent, mais en tout cas ils font une très très belle année. Et s'ils terminent deuxième du championnat des constructeurs, on pourra dire que c'est une saison réussite. Brad Binder confirme un petit peu ce qu'il faisait déjà en 2022, c'est-à-dire c'est encore un pilote très régulier. Bon, cette saison il tombe un tout petit peu plus que l'année dernière, mais bon, il a chuté en Argentine et en Allemagne, et puis après ça s'arrête là, sinon il fait des très belles performances cette année. Le nouveau format du MotoGP avec la course sprint du samedi est très bénéfique à Brad Binder, parce que c'est l'un des meilleurs pilotes sur cette course du samedi, 2 victoires et 3 podiums. C'est pas mal, c'est l'un des meilleurs avec Pecco Bagnaia et Jorge Martin, qui eux sont sur une Ducati. Et puis même le dimanche, Brad Binder, il tourne toujours autour du top 5, donc ça c'est franchement pas mal. Il nous a fait une grosse course en Espagne où il jouait clairement la victoire, il était vraiment pas loin de Pecco Bagnaia, malheureusement il n'a pas réussi à gagner. Franchement, il la mérite cette victoire, il la mérite franchement, il n'a pas gagné l'année dernière alors qu'il méritait aussi. Là cette année, il mérite encore plus de remporter une course. J'espère que ça se fera en deuxième partie de saison, parce que la première partie de saison de Brad Binder, elle est solide. Bon, sinon, si on regarde un petit peu les points négatifs de Brad Binder, un petit peu comme depuis le début de sa carrière, c'est les qualifications, il n'est pas forcément là. Alors cette année, il est un petit peu plus en avant en qualification, mais ça reste encore assez compliqué. Il est là dans le top 3 de temps en temps sur la première ligne, je crois qu'il fait 1 ou 2 premières lignes cette année. Donc c'est bien, c'est un peu plus que l'année dernière, mais bon, ça reste encore un peu juste. Et du coup, à chaque Grand Prix, il est obligé de faire des remontées. Et c'est là où on voit la très belle année de Brad Binder, c'est qu'à chaque fois, il part un peu plus loin et qu'il finit toujours autour du top 5. Donc imaginez si le Sud-Africain, il partait dans le top 5 à chaque course, je pense qu'il finirait sur plus de podiums. Donc ouais, les qualifications, ça le désavantage beaucoup. Sinon, Brad Binder, il ne serait pas quatrième du championnat. Il serait en train de se battre très certainement avec des Martin ou des Bezzecchi pour le podium au championnat. Peut-être pas avec Bagnaia, faut peut-être pas abuser, mais au moins avec les deux autres Ducati. Et puis aussi un point que je voulais rajouter, je suis entièrement fan du style de pilotage de Brad Binder et même des deux pilotes KTM finalement. Brad Binder, ce pilotage tout en glisse dans les virages, à chaque fois on a l'impression qu'il va tomber, mais il est complètement glisse sur chaque virage. Alors je ne sais pas si c'est vraiment qu'il le fait exprès, que c'est quelque chose qui est fait pour cette KTM ou si Brad Binder, ça lui convient ce style de pilotage. Mais en tout cas, c'est incroyable à voir. Ça fait penser un petit peu
aux motos d'avant, quand ça glissait dans tous les virages, c'était assez impressionnant. J'ai pas connu cette époque-là, mais quand je vois Brad Binder rouler comme ça, franchement, ça a créé quand même des émotions. Voilà, je voulais dire juste ça. Bref, depuis ses débuts en MotoGP en 2020, Brad Binder nous a quasiment jamais déçus. Du côté de son équipier, Jack Miller, eh bien, il est plus ou moins au niveau de Brad Binder, lui qui arrive de Ducati, qui vit sa première année sur une KTM, eh bien, il s'y est totalement fait, il est à l'aise, il est performant, mais c'est un petit peu plus brouillon que le Sud-Africain. C'est dommage, parce que sans ses chutes sur 3 courses, eh bien, il aurait fait un début de saison quasiment parfait, ou en tout cas un très très bon début de saison. Alors que là, c'est bon, mais il y a quand même des choses à redire. Il tombe assez bêtement, il tombe assez souvent, Jack Miller. Assez bêtement parce qu'en Amérique, il chute alors qu'il est sur le podium. Je ne sais plus si c'est en France ou aux Pays-Bas où il est aussi pas loin du podium, où il est dans le top 5 et il chute aussi. Donc c'est dommage, ça le prive de gros points. Et puis aux Amériques, par exemple, il avait chuté 2 fois en course sprint aussi, alors qu'il faisait un très beau résultat aussi. Donc ouais, il a été privé de pas mal de points. C'est dommage. Mais bon, sans ça, c'est plutôt pas mal. Et puis il est 7ème du championnat, il n'est pas au fin fond du classement, même avec ses chutes. Imaginez s'il n'avait pas chuté, c'est pas très loin de Brad Binder et du top 5 au championnat. Autre point positif pour Jack Miller, c'est son rythme en qualification qui est très bon. Il arrive à se classer assez souvent en Q2. Il a fait, je crois, 1 ou 2 premières lignes, et s'il n'est pas sur la première ligne, il n'est pas très loin derrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est plutôt devant Brad Binder là-dessus. Binder et les qualifications, c'est pas forcément son fort. Ce qui est le cas de Jack Miller, même chez Ducati, il était performant sur ces séances de qualification. Donc là, c'est pareil avec la KTM, il change de moto, mais il change pas d'attitude face aux qualifications. Et puis en course, ça reste correct. C'est un peu comme Brad Binder, il est pas non plus tout là-haut dans le classement, mais il reste aux alentours du top 5 et il reste toujours dans le top 10. Donc ça, c'est bien. Maintenant, Jack Miller, il y a des fois on le voit en tête, et puis d'un coup on le voit plus du tout, il dégringole au classement. Ouais, je pense que la gestion des pneus est un peu compliquée encore pour Jack Miller. Mais bon, voilà, ça reste correct. Il a un podium cette saison en Espagne, le même podium que Brad Binder. Bon, voilà, je pense que Jack Miller, il mériterait beaucoup plus de podiums cette saison, comme Brad Binder. Ouais, les pilotes KTM sont pas vraiment récompensés de leurs efforts. Mais bon, voilà. Jack Miller, cette première partie de saison chez KTM, elle est bonne. Il n'y a rien à redire de très très négatif. Il y a quelques points à retravailler, mais globalement c'est tout. On passe du côté du garage français, du côté de chez GasGas Tech 3, avec le rookie, le seul sur la grille, Augusto Fernandez. Et pour une première partie de saison en MotoGP, il s'en sort plutôt bien. Il est surprenant, mais sans l'être en même temps. Je m'explique. En début d'année, j'attendais de Augusto Fernandez qu'il fasse à peu près le mieux qu'ils peuvent. C'est pas la moto la plus rapide du plateau, malheureusement, même si ça reste une KTM et elle semble rapide, mais du côté de chez Tech 3, les saisons dernières ont été un peu compliquées. On a vu les 2 derniers rookies qui sont arrivés chez Tech 3, on voit ce que ça a donné avec Fernandez et surtout Rémi Gardner. Donc là-dessus, c'est plutôt surprenant qu'il s'en sort vraiment bien face à Fernandez ou à Gardner l'année dernière. Il est complètement au-dessus du lot. Il est très très bon là-dessus. Il a bien démarré. C'est d'ailleurs le seul pilote avec Franco Morbidelli à avoir marqué des points sur chaque course, même s'il y a des fois il a été aidé par les chutes, c'est vrai, notamment aux Pays-Bas. Et puis d'un autre côté, Augusto Fernandez, il arrive en MotoGP déjà en tant que champion Moto 2, même si on sait que ça fait pas tout, Rémi Gardner par exemple. Mais Augusto Fernandez, je sais pas, je le voyais un peu plus mature. Déjà, il est plus âgé que Raúl Fernandez ou Rémi Gardner. Ouais, je voyais quand même que ça allait le faire, que ça allait pas être exceptionnel, mais que ça allait être plutôt pas mal. Ce que j'avais dit dans la partie où je présentais la Tech 3 GasGas en début d'année, au moment du dévoilement des livrets. Donc c'est à peu près ce que j'ai dit, donc c'est pour ça que ça ne me surprend pas plus que ça. Mais bon, faut bien l'admettre, Augusto Fernandez a fait un bon début de saison.
Parce que finalement, Augusto Fernandez, il n'a pas fait de grosses performances cette saison. Sa meilleure place, c'est 2/10e place, et encore, il a été aidé par des chutes, notamment aux Pays-Bas. Alors je finis ma phrase, meilleur résultat 10e, si on ne compte pas sa 4e place en France. Oui, évidemment, le Grand Prix de France, ça c'était une masterclass. Là, par contre, Augusto Fernandez a fait une superbe course. Là, il n'y avait rien à dire, il jouait le podium, enfin, c'était fantastique. D'ailleurs, je crois que sur le débrief, je lui avais mis un 20 sur 20 sur cette course. Enfin, il m'y a tête totalement, il avait fait une course de malade. Mais bon, à part ça, ça reste en dessous du top 10 ou juste 10e, quoi. Mais bon, c'est un rookie, donc ça passe. En plus, il profite un petit peu du malheur des autres, hein, parce qu'en début de saison, il devait être l'équipier de Paul Espargaro. Donc d'un côté, il aurait dû être emmené par Paul, qui est plus expérimenté, qui aurait pu éventuellement l'aider un peu plus dans son apprentissage. Donc ça, bon, il a fait un petit peu sans. Et puis du coup, dès la deuxième course du week-end, il s'est retrouvé propulsé en tant que leader de l'équipe, puisqu'il n'y a plus Paul Espargaro pour tout le long de l'année. Normalement, on devrait le retrouver en Grande-Bretagne, normalement. Il a hérité d'un nouvel équipier de Jonas Folger, qui était 2 à 3 secondes plus lent que Augusto. Donc bon, clairement Augusto Fernandez était le leader de l'équipe. En plus, c'est le seul pilote titulaire. Donc il a dû très certainement bénéficier de toutes les évolutions de cette moto Tech 3 et non pas du coup Paul Espargaro. Ça a dû l'aider aussi dans son développement. Il a dû acquérir encore plus de maturité là-dessus. Donc ouais, il s'en sort franchement pas mal. J'attends de voir la deuxième partie de saison, s'il peut encore plus exploser, est-ce qu'il va nous chercher un petit podium peut-être, éventuellement. Mais bon, attention, pour l'année prochaine, sa place n'est pas garantie malgré ses résultats plutôt corrects. Pedro Acosta en Moto2 qui pousse. Le problème, c'est que chez KTM, tout est plein. Les deux pilotes titulaires dans l'équipe d'usine, ils sont bien là, Miller-Binder. Paul Espargaro, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas le juger. Il n'a pas fait de course cette année, il s'est blessé, donc c'est un peu compliqué. En plus, il a un contrat pour l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Augusto Fernandez, du coup, se retrouve un petit peu... ça devient un peu compliqué. Bon, j'espère qu'il restera chez KTM, mais bon, de toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo sur les transferts 2024. On passe à son équipier, Jonas Folger. Bon, alors sur Jonas Folger, on va aller assez rapidement. Il est remplaçant, il est trop lent. Ça fait 6 ans, presque 6 ans que Jonas Folger n'avait plus roulé en compétition sur une MotoGP, donc on s'attendait pas à des miracles non plus. Mais bon, il est beaucoup trop loin. Même là, les dernières courses aux Pays-Bas, par exemple, il tourne. Il y a des fois, il termine des courses à quasiment 1 minute du vainqueur. Enfin, c'est n'importe quoi. Les premières courses c'était pas mal, hein. Il était plus loin aux Pays-Bas qu'en Amérique où il est revenu pour sa première course. Il était moins loin aux Amériques qu'aux Pays-Bas, donc je comprends pas. Il a un peu régressé au cours de la saison, alors que ça aurait dû être un peu l'inverse. Bon, il fait des résultats dans les points. Il a 1 point de plus qu'Harold Fernandez, ça me fait vraiment marrer, mais bon, c'est totalement grâce aux chutes parce qu'il finit dernier à chaque course en fait. Donc bon. Voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Son rythme de qualification est pas bon, son rythme de course est pas bon non plus. Il est absolument pas le leader de l'équipe, il fait que remplacer. Et d'ailleurs, on reverra très certainement pas Jonas Folger sur la deuxième partie de saison, puisque Paul Espargaro devrait reprendre le guidon dès la prochaine course normalement. Et enfin, on termine par un petit mot sur la wildcard de cette saison. Dani Pedrosa qui faisait son nouveau retour en MotoGP depuis le Grand Prix d'Autriche 2021. Il avait déjà fait une wildcard cette année-là, après 3 ans d'absence. Il avait déjà été assez impressionnant lors du Grand Prix d'Autriche en 2021 pour son retour. Il faisait 10e de la course, donc c'était déjà pas si mal que ça. Et là, Dani Pedrosa, il a réussi à faire mieux qu'il y a 2 ans. C'est juste exceptionnel, il fait quasiment plus de courses. Alors il est toujours pilote test KTM, donc il pilote toujours des MotoGP. Il connaît bien cette KTM, mais là quand même c'est exceptionnel ce qu'il nous a fait en Espagne. Il était vraiment plus qu'au milieu de peloton en fait. Je crois qu'il fait 7e en qualification, un truc comme ça. Enfin bref, il se qualifie assez facilement en Q2. Il fait même le meilleur temps de la première séance des Slims, c'était complètement dingue.
Puis en course sprint, il fait 6e. En course principale, il fait 7e. Il marque un total de 13 points en un week-end. Enfin, c'est juste dingue. Dani Pedrosa a absolument rien perdu de ces dernières années en tant que titulaire. Et ça remonte un petit peu quand même. C'est fou. Et c'est encore plus fou de se dire que Dani Pedrosa, il est 20e au championnat à 2 points de Marc Marquez pour la 19e place. Dire qu'il y a 10 ans, Marquez et Pedrosa étaient équipiers et jouaient le titre en fait. Et que là, on les retrouve 10 ans après pour se battre pour la 19e place. Alors, c'est pas Pedrosa le problème, c'est plutôt Marc Marquez. Pedrosa, avec une course, il est quasiment au même nombre de points que Marc Marquez. C'est un peu gênant. Enfin bref, ouais. Tout ça pour dire que Dani Pedrosa était exceptionnel en Espagne. Et c'est pas fini parce qu'on va le retrouver à Saint-Marin. Et peut-être même pour une autre wildcard, ça se trouve. Je crois que KTM a le droit à 3 wildcards dans l'année. Ils en ont fait qu'une, ils en ont programmé une deuxième. J'espère qu'il y en aura une troisième. Hein. Plus on voit Dani Pedrosa, moi, plus je suis heureux. Hein. Je ne l'ai pas vu rouler en tant que titulaire en MotoGP. Je suis arrivé juste l'année d'après, en 2019, où j'ai commencé à regarder une MotoGP. Donc ça fait vraiment plaisir de voir Dani Pedrosa un petit peu. Il est juste exceptionnel. Voilà, c'est la fin de ce bilan sur l'équipe KTM. On se retrouve dans quelques jours pour le bilan, cette fois-ci de Ducati. Et là, attendez-vous à une vidéo très très longue. Alors, je ne sais pas si je ferai en 2 parties ou pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y a un bilan de 10 pilotes à faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Enfin bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et surtout, vous abonner à la chaîne, c'est très important. Tout ce qui est du côté des vidéos, c'est pas votre problème. Vous les regardez, les likez, les machins et tout et tout. Moi, je vais me débrouiller pour faire une vidéo avec 10 pilotes Ducati. Ça va être sympa. Je vais m'éclater. Merci Ducati. À bientôt.